Bonjour, pour ce premier jour et ce premier grand tourisme de l'année 1997, nous avons choisi un lieu unique et grandiose qui représente à lui seul bien plus d'une première. Naissance de l'alpinisme, apparition des premiers skis, premiers Jeux Olympiques d'hiver et pour couronner le tout, ce sommet mythique, le toit de l'Europe. C'est depuis Chamonix et le Mont Blanc que nous avons voulu vous souhaiter une très bonne année. Nous allons embarquer ensemble à bord du plus haut téléphérique d'Europe jusqu'à l'Aiguille du Midi. Nous allons pénétrer à l'intérieur de la mer de glace et puis côté pratique, découverte d'un gîte de moyenne montagne pour un dîner et une nuit inoubliables. Située dans le quart sud-est de la France, dans le département de la Haute-Savoie, la ville de Chamonix-Mont-Blanc est nichée en plein cœur des Alpes du Nord. La vallée de Chamonix était déjà occupée par l'homme à l'âge de bronze. Au milieu du XVIIIe siècle, les paysages grandioses du massif du Mont Blanc ont commencé à attirer les touristes et les randonneurs amateurs. En 1786, Gabriel Pacquart et Jacques Balmat furent les premiers à atteindre le sommet, remportant ainsi le défi lancé par Horace de Saussure. Ce scientifique suisse soupçonnait en effet le Mont Blanc d'être le toit de l'Europe et il voulait le vérifier. Chamonix devient alors la capitale mondiale de l'alpinisme. La célèbre compagnie des guides est créée en 1821 et l'on vient depuis du monde entier pour se mesurer à la haute montagne ou simplement profiter d'un site d'une exceptionnelle beauté. C'est tout naturellement au pied d'Horace de Saussure que commence notre visite de Chamonix. Le petit village d'antan est devenu une petite ville qui a gardé tout son charme et tout son caractère. Et où que l'on soit ici, le Mont Blanc n'est jamais hors de vue. Le premier hôtel de Chamonix fut ouvert avant même l'ascension du Mont Blanc. La ville a gardé ses belles maisons anciennes. Bien qu'étant au pied des pistes et en haute montagne, Chamonix ne ressemble à aucune autre station de sport d'hiver. L'ambiance y est authentique, celle d'un vrai village de Savoie. Nous sommes toujours dans Chamonix et pourtant déjà au pied du téléphérique de l'Aiguille du Midi. À près de 3000 mètres au-dessus de nous, un observatoire exceptionnel va nous permettre de côtoyer le Mont Blanc, une ascension qui va nous prendre une petite vingtaine de minutes. Alors là, nous sommes arrivés sur la plus haute terrasse de l'Aiguille du Midi, à 3842 mètres très exactement. Marc, tu fais partie de la compagnie des guides de Chamonix, qui est la plus vieille et certainement la plus réputée au monde. Et vous montez souvent ici à l'Aiguille du Midi pour partir vers des courses dans le site. Absolument, tout à fait. À Chamonix, on a la grande chance d'avoir le téléphérique de l'Aiguille du Midi qui nous permet de nous plonger au cœur de la haute montagne en une demi-heure. Et de là, on a accès à tout un tas de courses, autant en ski qu'à pied, pour tous les niveaux. En ski pour l'hiver et le printemps, où nous avons le départ de la Vallée Blanche, qui est un voyage au pays des glaces extraordinaire, où toute l'année, crampons aux pieds et cordes bien sûr, puisque ça reste de la haute montagne. Marc, depuis cette terrasse, on a vraiment un point de vue optimum sur tous les sommets du massif. Absolument, nous avons le Jura au nord, mais bien sûr le Mont Blanc tout proche de nous, pourtant quand même à 5 km, il trône d'une façon majestueuse, mais il nous montre quand même le côté gigantisme de la montagne, puisqu'il paraît très gros, bien que loin. Puis l'Italie, avec à sa frontière les Grandes Jorasses. La Suisse un peu plus loin à l'est, avec le fameux Cervin, qui est une des montagnes les plus jolies des Alpes. À l'origine, l'Aiguille du Midi était un piton rocheux. Aujourd'hui, c'est une formidable installation avec des terrasses où on peut passer toute une journée finalement. Absolument, il y a une installation qui permet à tout le monde, alpiniste ou non, de passer ici une journée très agréable, avoir une vue fabuleuse et de se restaurer tranquillement.
Nous sommes en haute montagne, vous le savez, l'altitude raréfie l'oxygène, alors il est déconseillé aux parents d'emmener jusqu'ici des enfants de moins de 2 ans. Quant aux autres, eh bien, il vous suffit de marcher doucement, prendre le temps de vous acclimater, vous éviterez ainsi l'essoufflement. Marc nous parlait tout à l'heure de la vallée blanche, les skieurs qui vont l'emprunter vont passer sur la mer de glace. Nous n'allons pas chausser de ski, mais nous allons tout de même nous retrouver sur le glacier. 7 km de long, plus d'1 km de large et 200 mètres d'épaisseur. Au-dessus de moi, la mer de glace avance inexorablement de 90 mètres par an, soit 1 cm par heure. Si le spectacle est sublime vu de l'extérieur, il est incroyable vu de l'intérieur. Suivez-moi. Nous sommes dans la grotte de la mer de glace qui a ouvert au public le 21 décembre. C'est la première fois qu'on peut pénétrer à l'intérieur du glacier l'hiver. Jimmy, ce n'est pas une cavité naturelle. Non, tout a été creusé, n'est-ce pas? À la main? À la main, à la pioche, il y a très longtemps. Et il n'y a pas très longtemps, nous avons utilisé une machine électrique qui alimente une centrale hydraulique et qui nous sert à faire le gros œuvre de la cavité. C'est un difficile travail qu'il faut refaire tous les ans? Absolument, oui. C'est quand même très dur. Le glacier avance et détruit tout, finalement. Il détruit tout. C'est l'avance du glacier qui nous comprime la grotte, qui nous la fait basculer et qui fait inonder l'intérieur. Jimmy, pour quelle raison a-t-on décidé d'ouvrir la grotte de la mer de glace pendant l'hiver? Eh bien, parce que le train du Montanvert, il n'y a pas très longtemps qu'il fonctionne l'hiver, parce qu'ils ont construit quand même beaucoup de paravalanches. Et on s'est vite aperçu que les gens qui venaient autour du Montanvert pouvaient aller nulle part parce que c'est un risque d'avalanche pendant tout l'hiver. Alors l'idée nous est venue de réaménager la grotte de cet été pour la faire visiter cet hiver. Alors pour l'hiver, nous présentons des scènes de personnages de 1900 avec cristalliers chasseurs, chats apporteurs et puis les sports d'hiver du temps de 1900, les premières années où les gens venaient par ici. Et là, nous sommes devant un appartement pas bien chauffé, mais... Voilà, un appartement quand même, qui au départ donnait l'idée de faire pénétrer les gens à l'intérieur du glacier. Quel est peut-être les souvenirs qu'on garde de cet endroit quand on y vient? Un peu tout quand même, la transparence de la glace, l'épaisseur, le bleuté, les sculptures aussi, bien sûr. Est-ce qu'on peut prendre des photos quand on vient ici? Absolument, bien sûr. Ça laisse de très bons souvenirs. Nous sommes au gîte de la Boherne, une auberge-refuge qui est en fait une vieille ferme typiquement savoyarde. Elle a à peu près 200 ans, elle est toute en bois. Ici, 3 dortoirs peuvent accueillir une quarantaine de personnes. Il faut savoir que lors des hivers très rudes, le gîte est complètement coupé, isolé du monde. C'est la garantie de la tranquillité, mais pour y venir, vous êtes obligé de chausser des raquettes. Pour se réchauffer, rien de tel qu'une table conviviale et par exemple une tartiflette. Je rejoins Gilbert et Béatrice. Béatrice nous a donc préparé une tartiflette qu'on appelle également ici une pella. Alors pour faire une tartiflette, c'est assez simple. Vous prenez des pommes de terre cuites à l'eau, vous les pelez, vous les coupez en petits morceaux et vous les faites revenir dans une poêle avec du beurre. Vous ajoutez des oignons, des lardons. Vous mettez cette préparation dans un plat allant au four et puis vous rajoutez le reblochon. Le reblochon entier, vous coupez dans le sens de la longueur et que vous déposez croûte vers le haut. C'est très important. Vous enfournez le tout dans un four très chaud pendant 30 minutes et voilà, vous obtenez une tartiflette. Et Gilbert, je crois que ça fait vraiment partie des plats traditionnels en montagne qu'on mangeait tous les jours. C'est vrai qu'on mangeait beaucoup de patates et de fromage parce que ça correspond à ce qu'on pouvait avoir avec la fabrication du fromage et un champ de patates pour chacun. On pouvait, si on avait un cochon, y rajouter le bacon et que c'est un plat très utilisé. Justement, quand on part toute une journée en montagne, on fait des efforts, on subit le froid. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au niveau de l'alimentation
Aux personnes qui partent en montagne pour une journée de randonnée, de sport intensif? Bah, ça reste dans la même chose, avec l'absorption de sucre lent comme les pâtes, le riz ou les patates, et que c'est toujours d'actualité. Et pendant la journée, qu'est-ce qu'il est recommandé de manger? Si on fait des efforts, il faut qu'on s'appuie sur des sucres plus rapides, des barres énergétiques, et on peut toujours manger du fromage. Et il est aussi important de boire beaucoup. C'est très important de boire justement, peut-être pas beaucoup, mais régulièrement, c'est ça? Il faut boire beaucoup, oui, avec l'altitude, et il y a une déperdition importante, et les efforts en plus, oui, c'est de l'ordre de 4 litres par jour. On va peut-être y goûter, ça va refroidir? Et ça serait bien, oui. Merci. Bien se vêtir à la montagne est évidemment essentiel. Vous trouvez maintenant des vêtements faits dans des matériaux qui sont à la fois chauds, imperméables et légers. Ils vous laissent ainsi toute liberté de mouvement. Si votre blouson a une capuche, vous n'oubliez pas d'emmener tout de même un bandeau pour vous protéger les oreilles du froid et du vent. Il ne faut jamais lésiner sur la qualité des lunettes de soleil, notamment la qualité des verres, car vous le savez, à la montagne, la réverbération sur la neige est très importante. Au niveau des pieds, inutile de mettre 12 paires de chaussettes, une seule suffit si elle est faite dans un matériau adapté. Quant aux chaussures, bien voici une chaussure de randonnée, de marche, elle est légère, imperméable, elle tient bien la cheville, sa semelle est antidérapante, mais vous pouvez tout de même y ajouter une paire de crampons. Chamonix est une des stations des Alpes du Nord la plus facile d'accès grâce à l'autoroute blanche reliée aux grands axes européens. L'Italie n'est qu'à 11 km par le tunnel du Mont Blanc et Paris à environ 6 heures par les autoroutes A6 et A40. Par le train, la ligne TGV Neige relie directement Paris à Chamonix pendant la saison hivernale. Pour plus de renseignements, contactez l'Office de tourisme de Chamonix. Depuis 1908, le train du Montanvert est le seul lien terrestre entre Chamonix et la mer de glace. Tous les ans, 1 million de passagers montent à son bord. C'est ici que je vous dis au revoir pour aujourd'hui. De la part de toute l'équipe de Grand Tourisme, je vous souhaite à nouveau une très bonne année 1997 que nous remplirons de voyages, d'évasions, de rencontres et de découvertes.